Donc voilà, le thème c'est biodiversité au cours du temps, mais l'important ici, ce n'est pas le titre, c'est le sous-titre. Acquis, idées reçues. Parce qu'on entend souvent parler de biodiversité, comme d'autres choses d'ailleurs, et puis on travaille souvent aussi avec, avec des facilités, avec des on sait que, etc. Donc je vais vous donner, on va commencer par cela, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, il y a quelques années, il y avait une publicité il y avait une maladie qui traînait avec les oiseaux, et au journal de France Info, sans doute pour rassurer l'auditeur, il avait été dit le problème de la grippe aviaire est un problème typiquement animal, elle devrait le rester. Vous voyez, ça doit rassurer. Il n'y a que les animaux qui ont ça, donc l'homme n'a rien à craindre. Comme si l'homme n'était pas d'abord un animal. Et ensuite, il y a d'autres éléments de publicité qui étaient sortis. Ça, c'est bien une publicité. Vous voyez, c'est un peu vieux, 2003. Grâce aux minéraux antiacides de Saint-Yor, mon estomac et moi, on est d'accord. C'est joli, ça sonne bien, mais c'est une double bêtise. C'est une double bêtise parce qu'en fait, si dans l'eau, il y avait des minéraux et non pas des sels minéraux, ça gratouillerait quand on la boit. Et si l'estomac n'était pas acide, hein, l'estomac, c'est de l'acide chlorhydrique. Donc il doit être acide, sinon il ne fait pas office de l'estomac. Donc, des sels minéraux, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, ils veulent dire des excès d'acidité et pas du tout anti-acide. Donc, vous voyez, ça sonne bien, c'est joli, mais en fait, c'est une double bêtise. Alors, il avait été dit aussi, ça c'est au journal de France Inter, au journal Parler, en 2017, inquiétude pour l'avenir, car 20 à 30% des espèces vont disparaître. Ça, c'est une information qui n'est pas une information. Parce que si c'est 20 à 30% des espèces qui disparaissent d'ici demain ou d'ici 10 ans, c'est catastrophique. Mais si c'est d'ici 500 millions d'années, ben, ma foi, on s'en fiche un peu. Donc, vous voyez, il manque une information pour que ce soit réellement informatif. Et souvent, quand on parle de nature, on oublie de donner cette dimension de temps qui cale ou qui recale un peu les choses. Alors, autre chose, il y a peu de temps, on a eu, fantastique, les voitures électriques. Les voitures électriques sont formidables parce que vous voyez, c'est écrit en haut à gauche, zéro émission. Zéro émission, sous-entendu de CO2. Magique. Mais en fait, c'est presque un mensonge. Parce que, en fait, l'électricité n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. C'est-à-dire que l'électricité, il faut la faire quelque part. Donc c'est là où on l'utilise, il y a certes zéro émission, mais ailleurs il a fallu une centrale nucléaire, ou il faut une centrale à charbon, enfin il faut un endroit où on crée cette électricité. Alors ça avait été utilisé pour les voitures électriques, mais c'était aussi utilisé quand le Peugeot avait sorti un scooter, voilà 100% électrique, zéro émission de CO2, donc ils le disent bien, mais là ils ont un peu conscience, vous voyez il y a cette petite astérisque qui dit à l'utilisation du véhicule. Donc, ils sont conscients qu'ils exagèrent un peu en disant ça. Alors, ce qui est peut-être un peu plus grave, c'est que le site du ministère des Affaires étrangères, hein, France Diplomatie, donnait aussi Autolib, zéro bruit, zéro odeur, zéro pollution, une première mondiale à Paris, donc c'est zéro pollution à Paris. Mais enfin, bon, si on pollue à La Hague ou ailleurs, ma foi, c'est peut-être pas grave. Vous voyez, ça a toujours la même logique que pour là où il faut traiter les déchets. C'est pas dans mon jardin. Que ce soit chez le voisin, ça me gêne pas, mais pas chez moi. Voilà, en fait, ça leur élève de la... Alors, je trouve ça un peu plus grave parce que quand même, c'est l'État qui évoque cette affaire de zéro pollution. Alors, on trouve le même site de France Diplomatie aux Émirats Arabes Unis qui dit Autolib, zéro bruit, zéro odeur et zéro pollution. Bon, là, on a tendance à dire, bon, on comprend un peu, ils essaient de faire un peu de publicité chez les pétroliers pour dire qu'on utilise l'électricité, que ce n'est pas bien grave, mais enfin, vous voyez, c'est tout aussi grave. Et puis alors dire que c'est une voiture écologique, bon, disons que c'est une erreur. Je ne veux pas dire que peut-être c'est un mensonge, mais c'est au moins une erreur parce que ce n'est pas écologique. Ça ne pollue pas là où on l'utilise, mais l'électricité, il faut la produire quelque part. Alors, voilà, la ville peut respirer. Alors la petite dernière, où j'ai appelé ça ou arroser ou c'est mouillé. Assez récemment, dans l'opération, c'est une émission de radio le dimanche qui s'appelle On va déguster, hein, c'est une émission culinaire, pardon. C'est une émission culinaire, je vais m'en sortir. Dans cette émission culinaire, on parle de nourriture, forcément.
Voilà. Alors, ils interviewaient des cueilleuses d'algues et qui disaient il y a des soucis avec le changement climatique qui se voient. Nous cueillons depuis 5 ans, eh bien, les algues, depuis 2 ans, apparaissent plus tardivement à cause du froid et du manque de clarté. Vous voyez, là aussi, là, on cueille depuis 5 ans et depuis 2 ans, on a observé quelque chose. Et donc, comme c'est la mode, on parle du réchauffement climatique, ou là, en l'occurrence, ce n'est pas le réchauffement, c'est le refroidissement. Mais enfin, c'est un changement du climat. Et donc, on est dans une mode. Alors, il faut voir partout, à toutes les échelles, il faut voir des changements climatiques. 2 ans, 5 ans, au niveau d'un climat, ça ne veut absolument rien dire. J'insiste encore une fois, vous voyez, le problème de temps, quand on parle de la nature, est capital. Alors, on va voir quelques pas de temps différents. Vous voyez ici, on voit le glacier de la Meije, hein, c'est dans les Alpes. On voit ici le front du glacier qui descend, cette partie blanche. Et puis un peu plus bas, il y a une zone plus douce. On voit que les roches ont été érodées, sont adoucies, tout simplement parce que le glacier avant descendait plus bas. Et maintenant, voilà, le glacier remonte. Donc quand on a vu ça, clic-clac, Kodak, vite une photo pour montrer aux étudiants. Vous voyez, réchauffement climatique, le glacier recule. Autre exemple de glacier, là cette fois j'étais en Islande. Alors on faisait le tour du glacier, vous voyez le nom, hein, je ne vous le dis pas. Et donc le glacier, le voici, vu de loin, le voilà de plus près. Voilà pour avoir une idée de la taille, voilà, vous voyez la taille des gens qui sont à côté, voilà ici. Alors il apparaît le glacier, on s'attend à voir quelque chose de blanc, là c'est un peu noir, c'est parce que c'est l'Islande, il y a beaucoup de volcanisme, donc il y a des cendres un peu partout. Et alors notre collègue géologue nous explique qu'il avait travaillé sur cette moraine, et que, etc., etc. Et il nous explique aussi que le glacier recule de 100 mètres par an. 100 mètres par an. Alors on s'est précipité, clic-clac, Kodak, pour montrer aux étudiants, glacier 100 mètres par an, c'est pas rien. Puis après on lui dit, mais attends, on comprend pas bien. Là, le glacier est à peu près à 50 mètres de cette moraine ici, qu'il a abandonnée. On était à peu près à 200 mètres de la mer. S'il recule de 200 mètres par an, ça veut dire qu'il y a 2 ans, le glacier donnait dans la mer. Mais il dit oui. On dit, mais alors comment tu as pu travailler sur cette moraine puisqu'elle était sous glacier? Il a dit, ah non, quand j'étais étudiant, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, quand j'étais étudiant, le glacier, donc en 1976, le glacier était exactement là où il est aujourd'hui. En fait, il a ensuite, quand j'ai travaillé, le glacier était là, ensuite il est allé vers la mer, et seulement, depuis 1998, il recule. Donc vous voyez, si on entend ce qu'il nous dit, le glacier recule de 100 mètres par an, c'est un instantané, on prend la photo 100 mètres par an, c'est un chiffre qui va marquer. Si on prend quelques décennies en compte, on voit que le glacier a avancé, puis reculé. Donc son recul n'est peut-être pas lié qu'au problème de température. Il y a peut-être d'autres éléments qui font qu'un glacier avance ou recule. Troisième exemple de glacier. Alors on est au pied du Cervin, là aussi on monte avec notre collègue. En montant, il nous dit, ben voilà, quand j'étais petit, c'est un monsieur qui a à peu près mon âge, un petit peu plus, mais enfin environ. Quand j'étais petit, le glacier arrivait à cette limite que l'on voit là. Donc là aussi, clic-clac, Kodak, photo pour montrer le glacier au niveau du Cervin recule. Et puis, donc on va travailler. Et puis en descendant, on parle de choses et d'autres. Oui, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à plus facilement parler en descendant qu'en montant, en montagne. Bon. Et donc on parle de choses et d'autres. Et cette région du Cervin, ce lac particulier, que c'est un endroit où, en Suisse, on a les 3 langues, l'italien, le français et l'allemand, qui se côtoient, ce qu'on peut appeler un point triple. Alors je dis, tiens, c'est bizarre qu'il y ait un point triple au point de vue linguistique, c'est dû à quoi? Alors il me dit, ouais, ça ne date que depuis la Renaissance, avant il n'y avait pas ce point triple, avant ils avaient un langage un peu commun, alors on discute un peu, avec le peu de connaissances que j'ai de l'histoire de la Suisse, j'essaie de voir des relations, la dernière guerre en Suisse, etc., et il me dit non, c'est tout simplement parce que à la Renaissance, les bergers se côtoyaient. Alors le Cervin serait ici à droite. Hein. Il dit les bergers se côtoyaient là. Donc comme ils se fréquentaient, ils avaient à peu près le même langage. Donc ils avaient une langue qui était un peu un mélange de l'allemand, de l'italien, du français, etc. J'ai dit oui, ah bon, d'accord, oui. Puis après j'ai dit mais attends, tu nous as dit que là quand tu étais petit, le glacier arrivait, descendait ici. Mais là, c'est encore enneigé, c'est encore englacé. Et alors, à la Renaissance? Ah, ben qui dit, mais à la Renaissance, ça, c'était des prairies. Donc, vous voyez, 3e exemple de glacier. Ici, si on prend quelques décennies, comme on avait fait pour l'autre, on dit, le glacier recule. Si on prend quelques siècles, là aussi,
ben, il n'y avait pas de glace, puis il y a eu de la glace, et la glace recule. Donc vous voyez, 3 exemples, 3 pas de temps différents. À chaque fois, si on prend l'instantané, on a une conclusion, alors que si on met un pas de temps, si on met une durée là-dedans, ben, on a une conclusion qui peut être différente. Alors quand on parle de biodiversité, bien sûr, on entend beaucoup parler des ours dans les Pyrénées. Et alors voilà le vainqueur de Canel, hein, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, l'ours Canel avait été descendu. Et ce fut un grand débat. Alors le directeur de la DIREN, c'est la direction régionale de l'environnement, avait déclaré en mai 2006 « On va me dire que l'espèce en elle-même n'est pas en danger car elle existe ailleurs. Cela n'est pas mon problème, mon travail est de maintenir ici la richesse de la biodiversité. » Alors qu'est-ce qu'il dit là? Il dit 2 choses. D'abord, il dit qu'on sait que l'espèce existe, la même espèce existe ailleurs, mais que son travail à lui, c'est de s'occuper de la richesse de la biodiversité ici. Donc, alors on se dit, ah bon, l'espèce existe ailleurs. Alors je m'étais renseigné auprès de collègues qui m'avaient dit, oui, l'espèce existe ailleurs, mais dans les Pyrénées, ce n'est pas la même sous-espèce. Bon, j'ai vérifié, il s'agit bien de la même sous-espèce. Et après, on m'a dit, oui, mais tu sais, du point de vue génétique, il y a une différence quand même avec l'ours de Slovénie, par exemple. Donc je me suis renseigné sur l'ours de Slovénie. Effectivement, il y a des petites variations génétiques entre l'ours des Pyrénées et l'ours de Slovénie. Alors si on veut donc maintenir absolument cette biodiversité dans les Pyrénées, alors il faudrait aussi, pour la même raison de biodiversité, interdire le mariage entre le Pyrénéen abéré avec des blondes slovènes, s'il y a des différences. Parce que la différence entre les humains génétiques est encore plus grande que la différence qu'il y a entre les ours de Slovénie et des Pyrénées. Alors ça veut dire que si on veut parler de biodiversité pour l'ours des Pyrénées, ben c'est une erreur. On a le droit de parler de pyramide écologique, on a le droit de parler de tourisme ou de poésie, comme on veut, mais il ne faut pas dire que c'est au nom de la biodiversité, parce que l'espèce existe ailleurs. Et d'ailleurs, quand ça s'était apparu, à l'époque au labo, j'avais une collègue slovène qui était là, et on a eu une réunion au conseil scientifique qui était un peu longue. Alors je lui ai dit, excuse-moi, mais tu sais, le Canel, tout ça a été tué. Elle dit, oui, explique-moi, je n'ai pas bien compris. En quoi c'est un problème? Je dis, écoute, c'est le dernier ours des Pyrénées, tu te rends compte? Elle dit, non, je ne me rends pas compte. Elle dit, chez nous, des ours, il y en a trop. Alors je lui dis, ouais, mais c'est pas le même. Elle dit, si, c'est le même. Je dis, mais trop, tu veux dire, il y en a beaucoup? Elle dit, non, il y en a trop. On doit parfois faire des battues de ce qui s'appelle des chasses de régulation. Et d'ailleurs, elle dit, il y en a tellement que tu peux, sur le marché de Ljubljana, tu peux trouver du saucisson d'ours. Donc, vous voyez, il y a un endroit où, dans les Pyrénées, il en manque. D'ailleurs, ceux qu'on réintroduit dans les Pyrénées viennent de Slovénie, mais il y en a aussi dans les Carpates, il y en a aussi en Espagne. Bref, réintroduire l'ours dans les Pyrénées, on peut le faire, hein, je vous dis, pour la pyramide écologique ou pour des raisons économiques ou touristiques, etc., mais sans doute pas au nom de la biodiversité. Alors, quand on parle de science, on est obligé d'utiliser des courbes, on est obligé d'utiliser des chiffres. Mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on utilise des courbes et des chiffres qu'on fait de la science. Et ça, c'est fondamental, il faut absolument se souvenir de ça, parce qu'avec des chiffres, avec des courbes, on peut faire dire parfois un peu n'importe quoi. De la même façon qu'on peut utiliser des courbes qui évoluent de la même façon, et combien de fois on voit au journal télévisé, vous voyez qu'il y a bien une relation, les courbes évoluent de la même façon. Mais ça ne veut absolument rien dire, parce que par exemple, si vous prenez l'évolution de la courbe de consommation de pommes de terre depuis la Seconde Guerre mondiale en France, et la courbe du nombre de bacheliers, elles évoluent de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut manger des frites pour avoir le bac. En fait, ces 2 courbes n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais elles sont liées à une même troisième, qui est la démographie. Donc, j'insiste, ce n'est pas parce que 2 courbes évoluent de la même façon qu'il y a une relation de causalité. Ça, c'est généralement... On l'entend, on le voit très très souvent. Alors de la même façon, alors il y a les chiffres, quand on fait des chiffres, c'est mathématique. Ah si c'est mathématique, donc c'est vrai. Alors je vais peut-être vous choquer un peu, mais j'ai pris un exemple pendant longtemps, pendant des années, je cherchais un exemple pour expliquer qu'un chiffre peut être mathématiquement correct et correspondre à aucune réalité. Et puis l'exemple suivant, en fait, marchait bien. On est à peu près sur Terre 7 milliards d'individus. Il y a sur Terre à peu près autant d'hommes que de femmes.
eh bien, il est mathématiquement correct de dire que chaque individu a un testicule. Je vous laisse juger de la réalité. Vous voyez, c'est peut-être mathématiquement correct et pourtant pas forcément correspondre à la réalité. Donc, concordance, corrélation. Alors, de la même façon, un exemple plus facile à retenir, voilà, le coq chante au point du jour, est-ce à dire que c'est le coq qui fait que le soleil se lève? Hein, ça, c'est quelque chose de facile à retenir. Alors, quand on parle de biodiversité, il faut faire attention. On confond parfois biodiversité et biomasse. La biodiversité dans cette pièce, c'est 1. Il n'y a que des humains. Enfin, normalement. S'il y a 100 personnes dans cette salle, à moyenne de 70 kg, on a donc 7000 kg de biomasse. D'accord? Alors, pourquoi il faut distinguer biodiversité et biomasse? C'est parce que parfois, il y a des gens qui se crêpent un peu le chignon sur la biodiversité dans la Seine. Les uns disent, elle augmente, d'autres disent, mais non, elle n'augmente pas du tout, elle a fortement diminué. En fait, certains parlent de biomasse, donc le poids de poissons qui existe dans la Seine, et les autres parlent de biodiversité, c'est-à-dire de types de poissons différents qui sont dans la Seine. Depuis des années, la biodiversité a beaucoup diminué, mais les espèces qui ont subsisté, qui se sont habituées, ont occupé la niche écologique et elles ont occupé l'espace et la nourriture et elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus grosses. Donc en poids, on a plus de poissons, mais en diversité, on a moins de poissons. Vous voyez pourquoi il est important de distinguer biodiversité et biomasse. On est d'accord? Voilà. Je vous parle avec autorité, vous me croyez, vous avez tort. Voilà, je vous ai raconté des carabistouilles. Parce que, par exemple, si moi je suis fait de N cellules, dans mon corps, il y a dizaines de cellules de bactéries. Et avec cet ensemble, il y a 100 N cellules de virus. C'est-à-dire, quand je dis que je suis 1, non, je ne suis pas biodiversité égale 1, puisque, vous voyez, la diversité est bien plus grande au niveau des cellules. Et donc moi-même, quand je crois que moi, ça c'est moi, non, je ne suis que 1/111e de moi-même, au point de vue cellule. Alors je ne sais pas si vous, moi quand j'ai découvert ça, ça m'a fait un petit quelque chose quand même. Et je me dis, oui, mais quand même, si je fais des bêtises, la police va me dire de prendre mes empreintes digitales, parce que ça c'est moi. Et je peux revenir 10 ans après, ah oui, j'aurai le même dessin, mais ce ne seront même pas les mêmes cellules. Parce que nos cellules se renouvellent. Alors, en gros, on change de son poids en poids de cellules tous les ans. C'est-à-dire que les cellules qui ont imprimé ce dessin-là, ce ne sont pas celles que j'ai. Donc, qu'est-ce qui est stable chez moi? Ma carte d'identité. Parce que d'abord, je ne suis pas un, mais je suis un écosystème. Je ne suis pas une espèce, je suis un écosystème. Et ensuite, ma stabilité, elle n'existe pas. Les gènes sont les mêmes, mais ma foi, c'est la même chose, parce que les gènes seuls ne vivent pas, donc c'est tout un ensemble, bref, c'est un écosystème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, quand on dit qu'il faut faire attention quand on parle, ben oui, c'est que parfois on se laisse aller à des conclusions un peu trop rapides. Parce que, par exemple, même dans des sites comme le site du CNRS, que l'on voit ici, eh bien, il a été dit, voilà, c'était en 2009, je crois, voilà, l'explosion de la biodiversité marine expliquée par un changement climatique global. En gros, il disait quoi? Il disait, on a observé que, il y a à peu près 450 millions d'années, on a observé une diminution de la température de l'eau et on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation de la biodiversité. Donc, ce qu'ils disent dans le papier, c'est la diminution de température implique une augmentation de la biodiversité. Vous voyez, on observe l'un et puis on observe l'autre. Ils font une relation de causalité qui n'a pas lieu d'être. La preuve même, c'est que la température diminue à l'Ordovicien, enfin à cette période géologique, et puis à un moment, elle diminue très très fortement parce qu'il y a une glaciation. Et puis alors là, la biodiversité, elle n'augmente plus, mais elle chute. Donc, mais ça, bon, c'était la fin de l'Ordovicien, peut-être que c'était en dehors de leur regard. Vous voyez, on a toujours tendance, les chercheurs comme les autres, sont obligés de
chercher un peu les scoops. Et donc là, ben, on dit voilà, la température, elle a descendu de 15 degrés, ça a permis l'augmentation de la biodiversité. Non, ils ont vu que la température a diminué, ils ont vu qu'il y avait une augmentation de la biodiversité. On n'a pas le droit de faire une relation de l'un à l'autre. Alors quand on parle de biodiversité, on parle de donc, différence biodiversité, biomasse bien sûr, mais la biodiversité représente quoi? Ben, elle représente les arbres des forêts équatoriales, bien sûr, les petits oiseaux, les jolies fleurs, les bébés phoques, l'ours des Pyrénées, on l'a évoqué, les éléphants, hein, babar, les dinosaures, T-Rex, Trix, etc., les crabes et coquillages hein, et crustacés. Et puis, mais on oublie aussi que ben, la biodiversité, ce sont les anciennes variétés de céréales, ce sont les parasites, les moustiques et tout le monde invisible à l'œil nu. Alors, comme c'est invisible à l'œil nu, ben, ma foi, on l'entend beaucoup moins évoqué beaucoup moins souvent que les forêts équatoriales, les oiseaux, les fleurs, etc., etc. Alors, c'est tout petit, donc on l'oublie. Et pourtant, alors, parlons d'abord de la biodiversité qui se voit. En 15 ans, on a observé que 25% des oiseaux associés aux champs ouverts diminuaient. L'exemple concret était fait sur des couples d'outardes. Les couples d'outardes, on en trouve dans les plaines de champs ouverts. Et au début des années 80, il y avait 5000 couples d'outardes. Et en 2005, il n'y en avait plus que 300. Cette diminution a été vérifiée en France, au Royaume-Uni, en Hollande, mais pas au Danemark. Alors, comment explique-t-on aujourd'hui cette diminution de la biodiversité? Ben, c'est en regardant ici qu'on peut avoir une idée, parce qu'au Danemark, depuis très longtemps, il y a une régulation très stricte pour l'usage des pesticides dans les champs, réglementation qui n'existe pas pour la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Alors les pesticides, est-ce que ce sont les pesticides qui tuent les outardes? Peut-être pas. Mais les pesticides tuent la peste qui est dans le sol, donc les micro-organismes. Donc on détruit en fait la base de la chaîne alimentaire, et c'est in fine, on ne voit le résultat qu'au niveau de l'outarde. Mais donc c'est infiniment plus grave que simplement une diminution du nombre d'outardes. C'est une chaîne alimentaire qui est détruite. Donc vous voyez, encore une fois, on voit un élément, un effet, alors que les éléments, les faits réels sont beaucoup plus importants, puisque c'est une chaîne alimentaire qui est modifiée. Alors les organismes microscopiques. Donc, généralement, on en parle peu. Ce sont des organismes, donc on les trouve beaucoup vivent dans l'eau, la plupart. Et les organismes, quand ils vivent, ils flottent. Et puis, quand ils meurent, ben, ils s'accumulent sur le fond. Et puis, ils s'accumulent sur le fond, puis ils sont ensevelis dans les sédiments. Alors, ces organismes peuvent être assez petits. Vous voyez ici, dans le chat d'une aiguille, hein, ça passe dans le chat d'une aiguille. Mais il y en a qui sont encore plus petits. Ça peut être microscopique ou même nanoscopique, c'est-à-dire microscopique. Et alors, par exemple, quand on regarde le sédiment avec le temps durci, ça devient de la roche. Et par exemple, quand on prend un calcaire et que l'on fait une lame très fine dedans, 3/100 de millimètre, c'est un standard, toutes les roches deviennent transparentes, presque toutes les roches deviennent transparentes. Et par exemple, voici une lame. Si vous allez sur une statue de Notre-Dame de Paris, que vous prenez un petit bout, il ne faut pas le faire bien sûr, et qu'on fait une lame à 3/100 de millimètre, voilà ce que l'on verrait. On y voit quoi? Ben, on y voit d'abord un ciment, une pâte hein, qui est ici blanche, et puis dedans, ben, ce sont des squelettes, des restes d'organismes, ce sont des restes de ce qu'on appelle des foraminifères. Et vous voyez, donc la roche est faite de l'accumulation de ces squelettes, et toutes les roches calcaires sont faites par des organismes vivants, sont le résultat d'organismes vivants. C'est-à-dire que, alors là, ce n'est qu'un caillou, et ça fait quoi? Ici, de large, ça fait 2-3 cm, mais en fait, cet ensemble-là forme la roche, et tout Notre-Dame de Paris, de même que tout Paris, tous les calcaires sont le résultat de la vie. Soit avec des organismes que l'on voit. Parfois, dans la craie, par exemple, on retrouve des oursins ou on retrouve des lamellibranches, etc. Bref, on voit parfois des éléments. Alors ceci, avec une loupe assez puissante à l'œil, on peut le voir, mais généralement, il y a plein d'organismes qui sont infiniment trop petits pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Mais je répète, tous les calcaires sont le résultat de la vie. Mais une vie microscopique, une vie nanoscopique. Alors voici d'autres exemples. Alors c'est encore un calcaire, et vous voyez, il y a des petits restes. Là, ça aussi, ce sont des fragments de certains squelettes. Alors on les appelle des nanofossiles parce qu'ils sont microscopiques.
Donc impossible absolument à voir à l'œil et même avec un microscope normal. Donc c'est tout petit, mais ça forme la totalité des calcaires. Et par exemple ici, vous voyez le casque de Néron. On est ici dans le massif de la Chartreuse. Un Grenoble serait ici en bas. Mais tout ça, c'est fait avec l'accumulation de nanofossiles. Voilà la même chose, le casque de Néron qui est ici, voilà Grenoble. Alors tout le massif de la Chartreuse, on aurait les Bauges au nord et le Vercors au sud, mais tous ces calcaires sont faits par l'accumulation de micro et de nanofossiles. C'est-à-dire que ce n'est pas le dinosaure qui fait la montagne, c'est le nanofossile. Pas parce qu'il est gros, mais parce qu'il est très très abondant. Alors une leçon qu'on peut retirer dans la vie civile, on a tous aujourd'hui des appareils électroniques, des téléphones, etc., avec des petites veilles. C'est une petite veille parce que ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher parce que ça ne consomme pas beaucoup. Ça ne consomme pas beaucoup, donc on peut en avoir beaucoup. Eh bien, si on fait la consommation de ces petites veilles d'un pays comme la France, ben, la consommation représente quand même l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. Vous voyez, c'est le nanofossile qui fait la montagne, eh bien, ce sont les petites veilles qui font la nécessité du fonctionnement d'une tranche de centrale nucléaire. Vous voyez la corrélation. Je répète, ce n'est pas le dinosaure qui fait la montagne, c'est le nanofossile. C'est l'organisme très très petit, très très abondant. Ce que je veux dire par là, c'est que, attention de ne pas se tromper quand on parle de biodiversité, il n'y a pas que les organismes que l'on voit à l'œil nu qui sont importants, même si une antilope, c'est très joli, une bactérie, généralement, on a du mal à trouver ça esthétique, mais c'est très important pour la biodiversité. Alors, dans les organismes microscopiques, j'ai dit généralement, ce n'est pas très joli. C'est vrai, j'ai dit généralement, mais il y en a quand même qui sont magnifiques, comme ceci. Alors, ceci représente 0,1 mm, hein, ça se voit presque pas à l'œil nu. Alors, je vous les montre tout simplement parce que moi, j'ai passé ma vie à étudier ces organismes-là. Enfin, moi, je trouve ça esthétique, je ne sais pas où. Donc, ça peut être beau. Alors, biodiversité humaine, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, les cellules humaines, N, 100 N, et dizaines et 100 N. Donc nous sommes des écosystèmes. Alors maintenant, combien d'espèces connaît-on? Alors on peut regarder pour ça le nombre d'espèces décrites. Vous savez, quand on trouve une nouvelle forme, si on pense que c'est une nouvelle espèce, bon, on la soumet aux collègues, et puis quand c'est admis que c'est quelque chose qui n'était pas connu, qu'on l'a décrit, le nom est enregistré dans des registres internationaux, etc. Donc on peut connaître le nombre d'espèces décrites. Ça peut être solide. Alors, voilà les chiffres que l'on avait dans les années, il y a à peu près une dizaine d'années. On disait qu'il y avait en gros 1 700 000 espèces. En gros, 1,7 million. Ça, c'est du solide, c'est les espèces décrites. Mais attention, parfois, il y a des espèces qui sont décrites, il y a des colloques. Il y a des colloques qui se tiennent. Et par exemple, il y a un colloque qui peut se tenir en Australie, où il y a M. Smith, qui travaille en Amérique centrale, qui a décrit un escargot terrestre. Et puis il rencontre son collègue M. Wesson, qui est d'Indonésie, qui a décrit là-bas un escargot dans les forêts d'Indonésie. Et ils se montrent chacun leur nouvelle espèce décrite, puis ils disent « Ah, mais c'est la même ». Ça s'appelle une synonymie. Mais alors j'ai pris l'exemple des escargots terrestres, parce qu'effectivement, chez certains escargots terrestres, la synonymie va jusqu'à 90%. Ça veut dire que quand on pense que ça, c'est un chiffre très solide, vous voyez, c'est presque très solide, parce qu'il y a des synonymies, donc il faudrait regarder. Mais toujours est-il que, donc, on part, mettons, supposons que c'est à peu près connu, on sait que ce n'est pas tout à fait exact, mais avançons avec ça. 1,7 million d'espèces décrites. Décrites. Mais on s'est aperçu avec les expériences sur la canopée qu'il y a plein d'autres espèces qui existent que l'on ne connaît pas. On l'a vu sur l'expérience sur la canopée, vous voyez ce que je veux dire. On a entouré un arbre, on a mis du phytox, j'exagère, on a mis du phytox et puis plein d'organismes sont tombés, on les a récupérés, puis on a vu que là, il y avait plein d'espèces que l'on ne connaissait pas. Donc, la biodiversité est plus importante que celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on peut prendre le nombre d'espèces vivantes, par exemple. Alors ça, c'est que chez les eucaryotes, donc les cellules avec un noyau. Alors quand on regarde alors j'ai pris mai 99 parce que c'était à Fontainebleau, ça s'était fait pour le congrès de l'UICN à Fontainebleau. Et mai, c'est un monsieur qui est reconnu dans la communauté scientifique, mais aussi dans la communauté de son pays, puisque c'était le conseiller scientifique de Tony Blair. Alors voilà, quand on lit le résultat, il dit meilleure hypothèse pour le nombre d'espèces décrites, c'est 7 millions. Je vous rappelle, avec le nombre d'espèces décrites, on était à 1,7.
Hein, donc c'est un petit facteur au-dessus. Ça, c'est la meilleure hypothèse. Mais si on lit le texte un peu plus complètement, il est dit le nombre plausible est entre 5 et 15 millions d'espèces. Déjà, vous voyez, 5-15, ce n'est pas réparti de la même façon de côté de 7. Hein, c'est parce que les estimations sont faites. Mais quand on lit vraiment, il dit le nombre possible, en fait, c'est entre 3 et 100 millions d'espèces. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est entre 2 fois ce que l'on connaît en espèces écrites ou beaucoup, beaucoup plus. Donc, vous voyez, il y a quand même une incertitude. Alors, cette incertitude, ça veut dire que, par exemple, il y a quelques années, je rentre chez moi, je mets le journal parler, et j'entends dame qui nous dit, voilà, inquiétude, parce que d'ici une trentaine d'années, il y aura 50% des espèces de mammifères qui vont disparaître, là. Oh, je dis, ah bon? Et donc, c'était indiqué par M. Philippe, c'est un collègue de la maison. Et alors, je me dis, tiens, comment on arrive à savoir que dans 50 ans, il y aura 30, je ne sais plus si 30 ou 50% des espèces qui vont disparaître? Alors, je cherche à voir M. Philippe, on habite la même petite ville. Donc, je vois dans le train, j'ai dit, dis donc, Philippe, comment tu as ce chiffre? Il dit, ben, voilà. Bien sûr, on ne connaît pas la biodiversité des espèces décrites, des espèces aujourd'hui, encore moins ce qui vivait il y a 200 ans. Donc on essaie de faire des estimations. Alors les estimations, comment on fait? Mais il y a certains seigneurs qui avaient fait, j'étais fanat de cervidés, ils avaient fait le décompte de la richesse de leur domaine en cervidés. D'autres seigneurs étaient, eux, fanats d'oiseaux, et ils avaient fait le décompte de ce qui existait en oiseaux sur leur domaine. Et puis on regarde aujourd'hui combien il y a de plantes à fleurs, ou combien il y a d'insectes, ou combien il y a d'autres organismes par rapport aux cervidés, même chose pour les oiseaux, etc. Bon, c'est approximatif, mais il faut bien avancer. Et il dit donc à partir de ça, et on regarde comment c'est aujourd'hui, donc on a le taux de diminution. Et il dit, sachant qu'il y a donc 5 millions d'espèces, j'ai dit top, pourquoi tu parles de 5 millions d'espèces? Il dit, si tu m'avais dit 7, j'aurais rien dit. Tu aurais pu 10, j'aurais dit il a pris entre 5 et 15. Mais pourquoi tu dis 5? Moi, je pense que c'est 5. Vous voyez, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose, oui. Mais oui, on ne sait pas grand-chose. Alors ça veut dire qu'on peut se dire, ah là là, mais alors il n'a pas dit comment il avait calculé ça à la dame de la télévision, et puis donc, etc. Faisons la démarche inverse. Les journalistes veulent interviewer ce monsieur qui est spécialiste, et lui disent alors comment on peut connaître la diminution de biodiversité. S'il lui avait décrit toutes les estimations, toutes les méthodes et tout pour avoir fait le tour du problème, elle aurait dit, ouf, c'est beaucoup trop compliqué, on n'en parlera pas au journal de 20 heures. Si, au contraire, elle, qui donne ces informations, avait accepté de donner tous les détails, vous rentrez le soir du boulot, vous touillez votre salade, et puis là, dame, elle nous parle pendant 20 minutes de comment on arrive à avoir la diminution de la biodiversité. Vous dites quoi? Vous dites, bon, j'ai ma salade à terminer. Elle veut nous dire quoi, la dame, là? Autre chose encore. Si Philippe, au lieu de prendre 5, il avait pris 15, au lieu d'avoir 50% d'espèces de diminution, il avait 17%. On aurait dit, bon, il n'y a pas de quoi alerter les parents de la fille, quand même, 17%, oui, ça diminue, bon. Ça veut dire que là-dedans, qui est responsable? Tout le monde, personne. Parce que l'auditeur veut une information très courte et une vérité, hein, c'est du noir ou du blanc, c'est pas du gris clair ou gris foncé. Il veut quelque chose de très court, quelque chose de sûr. De la journaliste, même chose, elle doit faire quelque chose de court, sinon on n'a pas le temps de le passer au journal télévisé. Et le scientifique, s'il veut faire passer un message, il a tendance à forcer un peu le trait pour qu'on l'écoute, comme font en fait tous les journalistes. Hein, ils forcent un peu le trait pour faire la une, etc., etc. Donc qui est à blâmer? Tout le monde, oui. Personne aussi, peut-être. Mais ça, il faut qu'on soit conscient. Il faut que l'on soit conscient que quand on entend une information, il vaut mieux aller vérifier ce que veulent dire les chiffres que l'on nous donne. Parce que peut-être que l'un va appuyer un peu la pédale d'un côté pour faire passer son message ou l'autre. Alors, revenons à la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, on parle de quelle biodiversité? Alors voilà, je vous présente la courbe de la biodiversité au cours du temps.
Alors, vous voyez ici, à gauche, vous avez le Paléozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire. Hein, on commence ici, tout à gauche, on est à peu près à 500-600 millions d'années. On a l'ère primaire, puis vers la droite, l'ère secondaire, puis l'ère tertiaire. Et ici, on a le nombre de familles terrestres. Alors voici la courbe qui montre le nombre de familles terrestres. Et vous savez qu'il y a eu des grandes crises de biodiversité dans le passé. Je les ai localisées là par des petites étoiles. Et donc vous voyez la première crise, donc une crise de biodiversité, ça veut dire diminution de la biodiversité. Eh bien vous voyez, ici la première, bon, ça baisse pas, ça augmente. Ah bah oui, mais c'est terrestre. Mais c'est terrestre. Alors l'Ordovicien, c'est la période dont on a déjà parlé. Mais toute la vie était encore dans l'eau. Elle n'était pas sur Terre, elle a commencé à arriver sur Terre un petit peu après. Donc la crise, ben oui, on ne la voit pas, c'est normal. Ensuite, il y a une autre grande crise, ici à l'époque qu'on appelle le Dévonien pour le D. Bon, d'accord, ça ne diminue pas là. Ah, ici, vous voyez, à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, pouf, on voit bien une diminution de la biodiversité. Ici, une autre crise entre le Trias et le Jurassique. Bon, on ne voit pas vraiment. Et ici, bon, on ne voit pas vraiment. Bon, voilà. Bon, voilà, en tout cas, la courbe d'évolution de la biodiversité au cours du temps. Ben voilà, la courbe de biodiversité au cours du temps, pour les familles aussi, hein, pour les familles marines cette fois. Donc, toujours, les étoiles montrent les niveaux de la crise. Ah ben, vous voyez, là, ici, à la fin de l'Ordovicien, c'est la glaciation dont j'ai parlé tout à l'heure. Boum, ça diminue. Ici, à la fin du Dévonien, boum, ça diminue. Ici, ça diminue très fortement. Alors, pardon. Ici, ça diminue très, très fortement. Ici, ben, ça diminue aussi. Là, ah, ben voilà. Là, c'est la courbe qui montre bien l'évolution de la biodiversité pour les familles. Et on voit bien les crises, elles sont bien positionnées. D'accord? D'ailleurs, quand on parle d'évolution de la biodiversité, c'est toujours cette courbe-là que l'on voit. Parce que tout simplement, elle montre bien les grandes crises de biodiversité. Et alors, j'en ai loupé une. Alors, voici la biodiversité de toutes les familles. Tout à l'heure, c'était terrestre ou marin. Ça, c'est l'ensemble des familles. Et vous voyez que sur cette courbe, bon, là, on ne voit pas, je vais accélérer un peu. Là, on ne voit rien. Celle-là, on la voit. Là, on ne voit rien. Là, on la voit à peine. Et puis, j'aurais pu vous présenter encore d'autres courbes de biodiversité. Hein, ici, avec les tétrapodes, donc les animaux à 4 pattes continentaux, vous voyez encore 3 courbes différentes. Et j'aurais pu vous présenter ça, et encore 3 autres courbes différentes. Et puis, j'aurais pu vous présenter ça, encore 2 courbes différentes. Et puis, j'aurais pu vous présenter ça, pour les autres, les classes et les phyla, encore 3 courbes différentes. Ça veut dire que je viens de vous présenter 15 courbes différentes qui parlent de l'évolution de la biodiversité. Mais elles présentent quoi? Ben, on a dit biodiversité, mais on n'a pas fait attention plus que ça. En fait, ici, c'est les ordres, les classes et les phyla. Là, c'est les genres, tout à l'heure, c'était les familles. Quand on classe les organismes vivants, quand on le décrit l'organisme comme tel, ça s'appelle une espèce. Et puis, parfois, on voit une forme un peu différente. Ben, c'est une espèce différente, mais quand même, elles sont proches. On appelle ça un genre. Et puis, parfois, il y a tout un ensemble. On dit qu'ils sont proches les uns des autres, c'est la même famille, ça s'appelle une famille, etc., etc. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté les 3 premières courbes. J'y reviens rapidement, les 3 premières courbes. Voilà. Famille. Toutes les familles, c'est-à-dire à terre et en mer. Ici, famille, seulement pour les familles qui sont à terre. Ici, seulement les familles qui sont marines. Et ensuite, j'ai plus parlé de famille, j'ai parlé d'autres niveaux de la classification. Donc 3 courbes différentes, et puis à nouveau 3 autres courbes différentes. Et ici, c'était des genres. Donc là, c'est niveau de classification plus bas que la famille, c'est les genres. Et ici, c'est bien plus haut que la famille, les ordres, les classes et les phyla. Ça veut dire que quand on parle de l'évolution de la biodiversité, il nous faut 2 choses, même quand on parle au cours du temps. Il faut d'abord dire dans quel niveau de classification on se trouve. On parle des espèces, des genres, des familles. Et où? Est-ce qu'on parle de global, ou est-ce qu'on parle du domaine terrestre, ou est-ce qu'on parle du domaine marin? Si on n'a pas ces 2 critères, alors on ne sait pas de quoi on parle. Et ça, c'est important parce que généralement, on oublie de donner l'un des 2 critères, auquel cas, on parle, quoi. Mais est-ce que ça a une signification? Je ne sais pas. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que
Dans un livre de Terminal S, il y a quelques années, il y avait à la fin du livre hein, ce schéma qui est présenté ici. Alors vous voyez, c'est le Cambrien, donc 500 millions d'années. Donc ici, c'est l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Et puis, donc, il nous présente donc ici le temps est positionné en vertical. Et là-dessus, il nous montre une courbe de biodiversité. La voici, vous voyez, c'est celle qui, avec une grande diminution à la fin de l'Ordovicien, une grande diminution à la fin du Dévonien, à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Et puis, bref, cette courbe-là, ben, c'est la courbe, d'ailleurs ils le disent, ce sont les familles. Mais on a vu que c'était les familles marines. Et là, ils mettent les familles, et en face, ben, ils nous mettent invertébrés marins. Marins, ah, bon, ça va. Mais invertébrés, ce n'est pas tout à fait une famille, ce n'est pas la même classification. Ici, ce sont les insectes. Ah, les insectes marins, bon, ils n'ont pas l'air d'être très marins. Bref, tout cet ensemble, tous ces cerceaux rouges qui se mettent, en fait, ben, on ne parle pas de famille marine. C'est-à-dire qu'on parle d'autre chose. C'est-à-dire que, alors vous voyez, les insectes, c'est un monde, hein, ce n'est pas une famille, c'est un monde fantastique. Alors ici, ils mettent le nom d'un ptérosaurus, un genre qui n'existe pas d'ailleurs. Et puis, ils terminent de façon... bon, alors, pourtant, ils disent à un moment, sortie des eaux. Mais si on est dans l'eau, on n'est plus dans le domaine marin. Hein. Et puis, en haut, ils parlent de l'espèce humaine. Alors, vous voyez, alors qu'ils mettent bien sur une courbe... Là, quand même, ils sont conscients, ils ont mis les familles et ils osent parler de l'espèce humaine. Ça, je trouve ça gravissime parce qu'ici, on apprend les gamins à comparer des torchons et des serviettes. Hein, tout ce qui est entouré de violet ne devrait pas être en face de cette courbe-là. Vous voyez, donc, j'insiste, quand on parle de biodiversité, il faut le niveau de la classification et il nous faut l'environnement dans lequel on se positionne. Alors, quand on parle de la biodiversité terrestre, alors cette fois, je ne parle pas de la Terre et le continent, mais de la biodiversité sur la Terre. Alors ici, j'ai représenté l'âge de notre planète. Ici, la planète se forme et on est ici aujourd'hui. Donc, la Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. La vie est apparue vers 3,8. On pourrait discuter aux questions, si vous voulez, pourquoi on peut dire 3,9 ou 3,8 ou 3,5 ou 3. Et puis, il y a 0,5 milliards d'années, donc 500 millions d'années, il y avait ce qu'on a appelé, là on a commencé à avoir beaucoup de fossiles, donc on appelle ça l'explosion de la biodiversité. Et donc, même si on remonte à cet ensemble-là, ben, comme la vie est apparue ici, cette partie-là ne représente qu'une petite partie de l'histoire de la Terre, ne représente que 13% de l'histoire de la Terre. 13% de tout ça. Alors on peut dire, oui, mais moi je m'intéresse qu'aux fossiles. Ah ben d'accord, mais même les fossiles, ça ne représente que 15% de l'histoire de la vie. C'est-à-dire que même si je regarde la biodiversité comme je l'ai fait sur les courbes précédemment, même si je regarde ça, je ne prends en compte que 15% de l'histoire de la vie. En d'autres termes, j'ignore 85% de l'histoire de la vie. Donc vous voyez, il faut être modeste dans les conclusions qu'on peut en tirer. Alors, un, il faut être modeste, et deux, il faut absolument y penser, parce que, ici, on parle de l'explosion de la vie au Cambrien. C'est une explosion de vie. Est-ce une explosion de vie? Parce que, là, il y avait des organismes qui vivaient, mais ils avaient tous un corps mou. Alors qu'ici, beaucoup se mettent à avoir une coquille. Alors, comme dans notre jardin, on trouve facilement la trace d'un escargot de l'année précédente, parce qu'il nous a laissé sa coquille, mais on ne trouve pas la trace de la limace qui vivait en même temps. Tout simplement parce qu'il ne nous a pas laissé de traces. Donc ici, on a plein d'organismes qui se mettent à avoir un squelette, une coquille, alors qu'avant, il n'y a rien. Ça ne veut pas surtout pas dire que la vie n'existait pas. Ça ne veut surtout pas dire que la vie n'évoluait pas, faisait ses essais avec succès, ses essais avec échec, etc. Bref, la vie ici, tout doucement, se diversifiait et sans doute augmentait. Et ici, beaucoup d'organismes se sont mis à avoir un squelette. Donc, est-ce une explosion de vie ou simplement une explosion de connaissances? Je ne sais pas bien vous répondre. Alors, quand on regarde l'histoire de la vie, je suis géologue, hein, et donc moi, quand je vois ça, je vois un livre. Alors, comme un livre, et puis ici, la mer détruit les cailloux, comme le temps détruit les roches. Et puis, chaque niveau, chaque banc, en fait, nous raconte une petite histoire, comme chaque feuille d'un livre nous raconte une partie de l'histoire, mais il faut essayer de lire l'ensemble pour essayer d'avoir l'histoire continue. Et donc, le géologue essaie, il travaille avec des livres qui sont
forcément très incomplet, il manque beaucoup de pages et néanmoins, ben, il essaie d'avoir une logique de reconstitution. Alors dans cette logique de reconstitution, on a pu voir quelque chose. Alors d'abord, les grands facteurs. Avant de parler des crises, je vais parler, on n'aura peut-être pas le temps de parler des crises, mais les grands facteurs qui influent sur l'abondance de la diversité. Alors d'abord, prenons un compte. Alors le maximum de biodiversité se trouve à la limite entre le continent et l'océan, un peu partout dans le monde. Hein, c'est là où il y a nos plages et ce qu'on appelle le plateau continental. C'est là où il y a le plus grand nombre d'espèces différentes. Alors, sachant cela, si on a un continent à un moment donné, qui, supposons, c'est un carré, il fait 1 de côté, sa surface fait donc 1, alors que le périmètre fait 4 fois le côté, ça fait 4. Si ce continent casse en morceaux, on va faire simple, il casse en 4 fragments, comme ceci, ben, sa surface, ça va toujours faire 1, mais le périmètre, ça va faire, cette fois, ça fait voilà, 1, plus 1, ça fait 2, 4 fois 2, ça fait 8. Donc vous voyez, pour une même surface de 1, on a un périmètre qui passe à 8. C'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de place pour avoir là où il y a le maximum de biodiversité. Donc on s'attend à ce que, quand les continents, au niveau de la planète, quand les continents éclatent en morceaux, ben on a augmentation de la biodiversité. Mais c'est ce qu'on observe depuis 250 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, il y a une augmentation de la biodiversité. À l'inverse, c'est ce qu'on observe aussi avant 250 millions d'années. À peu près à 400 millions d'années, les continents étaient éclatés. Ils se sont regroupés dans un grand continent qu'on appelle la Pangée. On avait eu une diminution de la biodiversité. Donc vous voyez, le facteur primordial pour la biodiversité, ben c'est selon que les continents sont regroupés ou fragmentés. Donc on va voir quelques autres facteurs. Donc la disposition des continents, on vient de le dire. Mais il y a aussi le soleil, puis on va parler des gaz, l'eau, le méthane, le gaz carbonique, etc. Alors d'abord, le soleil. Ben, le soleil, il nous envoie beaucoup de rayons, parce qu'il est très actif, mais heureusement, sur Terre, on a un magnétisme, parce qu'il y a des circulations métalliques dans le noyau, donc ça forme un bouclier magnétique qui est représenté ici en violet, et ce bouclier magnétique détourne les rayons du soleil pour nous protéger de ces rayons qui sont nocifs, parce qu'il y a les rayons du soleil et puis il y a d'autres rayons cosmiques. Alors le soleil, comme vous le savez, il a ses tâches, hein, notamment tous les 11 ans, il a des périodes de crise. Et donc on peut faire une relation entre les tâches solaires et la température terrestre. Alors voici par exemple ici 1860 à gauche, jusque l'an 2000 vers la droite. On a représenté la température de la Terre, de la planète qui est en rouge, qui est ici, et on voit en bleu la durée du cycle des tâches solaires, et vous voyez qu'un minimum des tâches solaires correspond à une température minimum, puis en gros ça augmente, le maximum correspond à peu près à un maximum, minimum, minimum, maximum, maximum. Ça veut dire que, ben voilà, il y a une influence très forte de la durée du cycle des tâches solaires sur la température terrestre. D'accord? Alors, le noyau. Je vous ai dit, dans la Terre, il y a un noyau qui tourne. Il tourne, mais pas toujours avec une vitesse parfaitement régulière. Il a des petites saccades. Il a des petites saccades, et donc il y a des petites variations. Alors ces petites variations, elles ont une répercussion sur l'ensemble de la Terre. C'est amorti un peu, mais il y a quand même des petites variations. Oh, c'est rien, ce sont des microsecondes. Mais la Terre est tellement grande, comme elle reçoit à peu près 370 watts par mètre carré, ça représente quand même une énergie solaire reçue plus ou moins forte. Et d'ailleurs, on peut faire en relation les vitesses de rotation du noyau avec la température. Je reprends ici les mêmes courbes que j'ai prises tout à l'heure, la température de la Terre en rouge, et les vitesses de rotation du noyau qui sont représentées. Alors, ça nous donne une relation qu'on voit ici. Donc, le minimum... Vous voyez, le minimum correspond à un minimum, maximum à un maximum, minimum à un minimum, etc. C'est-à-dire que la température que l'on a sur la Terre est liée aux petites secousses de variation de vitesse de rotation du noyau. Alors ensuite, bon, il y a ce qu'on appelle des clatrates ou des hydrates de gaz. En fait, c'est du méthane. C'est des molécules un peu complexes, représentées ici, qui sont contenues dans la Terre sous forme solide. Ça ressemble à de la glace, sauf que quand ça arrive en surface, cette glace ne passe pas par un état liquide, elle devient tout de suite un gaz. Et un volume
d'hydrate de méthane donne 160 volumes de gaz. De méthane, j'ai parlé de méthane. Or, vous savez que le méthane, il est 30 fois plus efficace comme gaz à effet de serre que le gaz carbonique. C'est-à-dire que... alors, ce méthane, on le trouve où? Vous en avez entendu parler, je suis sûr, dans les pergélisols, hein, dans la toundra. Et on craint d'ailleurs que si il y a un réchauffement climatique, il y a déstabilisation et donc relâchement de ce méthane qui va emballer le réchauffement, parce que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Alors voilà l'hydrate de méthane, à quoi ça correspond. Vous voyez, vous l'avez dans la main, vous avez les mains ici qui sont très froides, parce que c'est de la glace, alors qu'au-dessus, ça risque de vous brûler les moustaches, parce que ça brûle, ça se transforme directement en gaz. Alors ça peut être très petit, comme le bloc que j'ai présenté, mais ça peut être aussi beaucoup plus gros. Vous voyez ici cette colline. En fait, cette colline, c'est en Azerbaïdjan, c'est une colline c'est une espèce de bubon de gaz. Toute cette colline, c'est du gaz, et puis vous voyez, en haut, il y a eu un trou qui a été fait, je ne sais pas si c'est le berger qui a voulu allumer sa cigarette, mais toujours est-il que ça fait des flammes de 200 mètres de haut, et il y en a beaucoup de ces collines comme ça. Au fond de l'océan, il y a des structures identiques, hein, ici par 1500 mètres d'eau. Alors vous voyez cette structure, alors l'échelle des hauteurs est exagérée, c'est pour ça que ça ressemble à quelque chose de très pointu, mais vous voyez cet ensemble-là qui est représenté, ça évoque tout à fait une soupe un peu épaisse ou une purée très liquide que vous laissez un peu sur le gaz très doucement. Vous voyez, ça fait des petites bulles, hein, ça fait des petits... Et puis quand ça fait... derrière, ça fait un petit trou. On a exactement ça, mais là, on est simplement sous 1500 mètres, parce qu'il y a la même chose. Il y a sur les plateformes continentales, il y a des hydrates de gaz qui sont piégés. Alors, ça a une influence sur le climat, c'est méthane. Et c'est la raison pour laquelle on a cherché à maîtriser un peu mieux les producteurs de méthane, parce que dans les rizières, par exemple, les rizières produisent beaucoup de méthane. Donc on s'est dit, comment on peut faire pour essayer de baisser la quantité de méthane dans les rizières. Alors voilà des rizières dans le Yunnan, et on va envisager d'autres cas de producteurs de méthane après. Alors là, d'abord, on a regardé, on arrive à faire 2 cultures de riz par an. Et on a essayé de voir si... quand il n'y avait pas de culture, est-ce qu'il ne fallait pas assécher la rizière pour qu'il n'y ait pas cette production de méthane? Ça a été fait, on a essayé et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait moins de méthane produit. Donc on se dit, bingo, on a trouvé pour produire moins de méthane avec les rizières. Sauf que on a mesuré pas seulement le méthane, mais aussi d'autres gaz. Et on s'est aperçu qu'en remettant en eau, alors se dégageait des oxydes d'azote qui ont un effet de gaz, un effet de serre encore bien plus important que le méthane lui-même. C'est-à-dire que si on prend la totalité, on faisait pire que mieux. Donc vous voyez, la nature, c'est ça. On a l'impression d'avoir trouvé une solution, mais si on regarde l'ensemble du phénomène, qu'on ne regarde pas que le méthane sur lequel on était, on s'aperçoit que la conclusion n'est pas du tout la bonne. Alors il y a les producteurs de méthane, il y a aussi les bovins. Alors, généralement, on entend dire que c'est la flatulence des vaches qui produit du méthane. Non, ce n'est pas la flatulence, c'est l'euro. Hein, c'est lié. Les bovins, on a tous appris que c'était un système digestif un peu complexe avec les 4 panses, etc. Parce que les bovins, on dit que ce sont des herbivores. Il ne faudrait pas dire des herbivores, parce qu'en fait, ils se nourrissent de bactéries. Ils prennent de l'herbe qu'ils apportent aux bactéries. Les bactéries les utilisent, les transforment, et c'est cette transformation que les bovins sont capables de digérer. Et c'est la raison, donc quand il y a une fermentation, c'est la raison pour laquelle les bovins rotent, et rotent du méthane. Donc on s'est dit, si ils rotent du méthane, ça serait bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils rotent un peu moins de méthane? On ne peut pas l'empêcher, c'est leur système digestif qui est comme ça. Et donc ça a été fait au Canada, et on s'est aperçu qu'en changeant le nombre de repas par jour, la quantité et le type d'herbe qu'on leur donne, on pouvait diminuer la quantité de méthane. On dit, voilà, on a trouvé, nos cheptels vont produire moins de méthane. Sauf que beaucoup des élevages de bovins sont faits pour du lait. Et puis les vaches donnaient aussi moins de lait. Et pour avoir la même quantité de lait, il fallait augmenter le cheptel d'un nombre tel que la totalité faisait que c'était pire. Donc vous voyez, encore une fois, on a une solution, mais si on regarde le lait à côté, ça ne marche pas. Alors après, on peut regarder aussi les termites.
Alors le thermite, hein, c'est le thermite. Le thermite, alors lui par contre, lui flatule du méthane. Lui, il ne rôde pas, il flatule du méthane tout simplement parce que les bactéries, il ne les a pas dans son estomac, il les a dans ses intestins. Donc le méthane se tire là où c'est le plus court. Et alors c'était un ami pétrolier qui me disait qu'il travaillait sur les termites. Alors je disais, je suis un peu surpris, pourquoi les pétroliers s'intéressent aux termites? Je dis, c'est parce que tu es pétrolier? Oh, il a trouvé que c'était un peu... Et il m'a mouché en disant, réfléchis. Bon, j'ai pas vu. Mais en fait, il a dit, tu te rends pas compte? Les termites, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit de cellulose. Hein, ça prend de l'arbre, ça se nourrit de cellulose, et ils arrivent à transformer, à avoir de l'énergie. Il dit, nous, on jette plein de restes en cellulose, soit on les jette, soit on ne sait pas les utiliser. Si on savait comment les utiliser, quelle ressource d'énergie ce serait? Voilà pourquoi les pétroliers s'intéressent à la flatulence des termites. Donc le méthane, alors voilà, le rot des bovins et les flatulences des termites ont forcément une incidence sur le climat ambiant. Alors quelques exemples quand même pour donner cette quantité. Vous voyez, les termites donnent 27 millions de tonnes de méthane par an. Hein, le méthane, c'est très très léger. Donc 27 millions de tonnes, vous voyez le volume que ça fait, je vous laisse faire le calcul, c'est tout à fait gigantesque. Et par exemple, une vache, elle rote 90 kg de méthane par an. Et vous regarderez, j'ai oublié les chiffres, hein, mais ça fait un certain nombre de dizaines de mètres cubes de méthane qu'une vache produit à peu près par an. Alors le méthane, on le trouve, on va y revenir au méthane et réchauffement climatique. Donc le méthane, on le trouve ici, une autre photo du fond de l'océan qui nous montre ces petites bulles qui remontent tranquillement. En fait, c'est du méthane qui s'échappe. Alors regardons les relations, parce qu'on en était là, regardons les relations entre la température terrestre et la quantité de méthane. Alors voilà, ça a été fait sur les carottes de Vostok, carottes de glace. On a regardé donc ici les âges en milliers d'années et la température qui pouvait en être déduite à partir de quantité de méthane. Donc la température est ici en vert et le méthane en rouge. Et vous voyez que voilà, quand le méthane augmente tout doucement, la température augmente. Quand il y a une chute, il y a une chute. Quand ça augmente à nouveau, ça augmente. Quand il y a une chute, etc., etc. Bref, il y a une forte relation entre la quantité de méthane dans l'air et la température terrestre. Hein, ça se voit sur la courbe très bien. Voilà, je vous ai dit, il y a une relation entre le méthane, je viens vous le montrer, et quantité de méthane dans l'air et la température terrestre. J'ai commencé par dire une relation avec les taches solaires, j'ai parlé de la rotation du noyau, on parle aussi du gaz carbonique anthropique. Alors le réchauffement qu'on observe aujourd'hui, il est dû à quoi? Pour que ce soit simple, il y a 3 facteurs en trop. Alors, il est dû à quoi? Je ne sais pas vous répondre. C'est troublant quand même, hein, mais c'est troublant. Parce qu'on ne parle que du CO2 anthropique, parce que ça, on sait le mesurer. Et surtout, là, on est très responsable. Hein, avec le pétrole et le charbon qu'on brûle, on est très responsable de ça. Ça, on n'y peut rien. Ça, on n'y peut rien. Le méthane, si on y peut un petit peu quelque chose, je ne sais pas si on peut grand-chose. Bref, c'est là où on peut intervenir. Et donc, on parle surtout de ça, mais ça ne veut surtout pas dire que c'est le seul facteur. D'autant plus que, dans les gaz à effet de serre, regardez un peu les rapports du GIEC, même dans les rapports qui sont pour les décideurs, les choses qui sont très courtes, regardez un peu les rapports. Les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, je vous l'ai dit, il y a le méthane, etc. Mais le CO2, c'est à peu près 23-25%, disons, de gaz à effet de serre. Et 73% du gaz à effet de serre, c'est l'eau. Et on ne tient pas compte de l'eau dans l'air. Pourquoi? Parce qu'on veut nous tromper? Non, pas forcément. C'est tout simplement parce qu'une goutte d'eau, on va prendre une goutte d'eau qui s'évapore, donc ça vient de la vapeur d'eau, un gaz. Ce gaz va devenir soit un petit nuage avec les cumulonimbus, vous voyez les petits nuages blancs, les joufflus, ou alors il peut donner des cirrus, hein, c'est ces voiles qui sont très très hauts, qui sont très légers. Si c'est le petit cumulonimbus, ça fait office de parasol, ça protège la Terre de la chaleur du Soleil. Si ce sont les cirrus, ce sont des cristaux de glace. Ce n'est pas des gouttes d'eau. Et là, ce sont des nuages qui ont un très fort effet de serre. Donc, une goutte d'eau peut donner l'un ou peut donner l'autre. Et le problème,
c'est qu'il y a un taux de renouvellement très élevé, si bien qu'on ne sait pas modéliser l'eau, donc la quantité d'eau qu'il y a dans l'air sur son effet sur le climat. On ne sait pas modéliser, on ne sait pas l'utiliser, mais c'est quand même 73% des gaz à effet de serre, c'est l'eau, et on n'en tient pas compte. Parce que, hein, je répète, on ne veut pas nous tromper. C'est parce qu'on ne sait pas utiliser cette donnée de base. Alors, bien sûr, le réchauffement, on en parle. Alors, on parle aussi des volcans sur le climat terrestre. Ce sont des tueurs, mais aussi, ils sont là, ils aident la vie. Parce que le volcan, quand on parle de volcan, on voit surtout les catastrophes. Hein, voilà, ça, à La Réunion, etc., etc. Parce que tout est ambigu dans le volcan, parce qu'il apporte la mort, mais il aide aussi la vie. On dit aussi qu'il est le sang de la terre et fait couler celui des hommes. Parce que quand on voit ça, voilà, c'est en Sicile, non, c'est en Amérique centrale. Vous voyez, l'activité du volcan, elle a détruit la maison, elle a brûlé les céréales, et là, l'inacceptable, elle a brûlé les voitures. Alors voilà, les volcans donc, sont généralement très mal ressentis. Et d'ailleurs, on peut le représenter, une coulée de lave, vous voyez, en bordure de mer, c'est représenté un peu comme ceci. On a tendance à y voir un monstre qui se répand dans la mer. Alors, l'incidence des volcans sur la température, elle peut être marquée comme je l'ai représenté ici. Vous voyez, décidément, les principaux grands volcans qui se sont manifestés sur Terre. Le Krakatoa, je vais y arriver. Le Krakatoa qui était voilà, qui est ici à gauche. Vous voyez, il a eu un effet sur la diminution de la température de 0,4 degrés. En moyenne globale, hein, ça veut dire que c'est important. Et puis plus récemment, il y a eu le Pinatubo, le El Chichón, etc. Et par exemple, en 1992, il y a eu le Pinatubo, qui a eu donc un effet aussi de diminution de 0,5 degrés de moyenne de température. C'est énorme, hein, 0,5 sur une année, c'est énorme. Et d'ailleurs, si ça vous amuse, regardez dans vos photos de famille et vous verrez qu'en 91, 92 et peut-être un peu 93, vous avez sans doute beaucoup plus de photos de coucher de soleil. C'est tout simplement parce que ce sont des volcans explosifs, hein, ce n'est pas de la lave qui coule, ce sont des volcans qui explosent terriblement. Et quand le volcan explose, il envoie des cendres dans l'atmosphère très haut. Et ces cendres, elles couvrent l'ensemble de la planète et on peut dire, elles densifient l'atmosphère, et si bien que les couchers de soleil sont beaucoup plus beaux parce que l'atmosphère est davantage dense. Donc on a davantage pris de photos cette année-là. Donc l'eau des volcans, bon, le volcan tue, mais si la vie a été possible, c'est aussi grâce au volcan. Et je m'arrêterai là-dessus parce que je crois que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Alors encore une fois, les volcans, quand vous voyez un volcan qui est à côté de vous, qui fonctionne, ou même à proximité. Hein, quand il gronde, on sent les... Enfin, moi, j'avais été impressionné au Japon, le volcan, il terminait son activité, on était à 300 mètres, et quand il y avait simplement des sursauts, des gros brooms, on sentait le ventre qui bougeait. Et ça fait vraiment très drôle. Plus que le bruit, on sentait la paroi abdominale qui vibrait. Et puis, quand on les voit fonctionner, on est impressionné. Et pourtant, on n'est pas impressionné par ces nano-algues, hein, j'y reviens qu'on avait vu tout à l'heure. Eh bien, les volcans, par an, ils rejettent 0,2 gigatonnes de CO2 par an, alors que ces nano-algues, toutes petites, elles en pompent 6,2 gigatonnes. C'est-à-dire que ces petites algues consomment 30 fois plus de CO2 que l'ensemble des volcans du monde en produisent par an. Vous voyez, encore une fois, c'est un problème d'échelle. C'est tout petit, mais c'est infiniment nombreux. Voilà, merci, je reste à votre disposition pour les questions, je crois. C'est dommage, j'aurais pas l'occasion de vous tirer les oreilles. Ah, zut. Merci beaucoup, professeur De Wever. Est-ce que vous avez des questions pour ce soir? Oui non, je vais passer par là. Oui, bonsoir. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les escargots, sur la synonymie des escargots, si j'ai bien compris qu'il y a plus de 90%, quand on entend parfois ce qui est dit aujourd'hui, qui sont
parfois dit par des scientifiques, qu'il y a bien plus d'espèces de fourmis dans un seul arbre de la forêt amazonienne qu'il y en a dans toute l'Angleterre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense rien, j'en sais rien, mais c'est tout à fait possible. Non, mais je ne vais pas dire que je sais ou que je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors, la synonymie d'escargot n'implique pas qu'il y ait plus de fourmis ou moins de fourmis, c'est tout à fait indépendant. Mais ce qui est important, c'est ce que vous signalez, c'est qu'il y a plus d'espèces de fourmis dans un arbre qu'il peut y en avoir dans un pays. Vous voyez, l'important n'est pas le gros, et généralement on est très sensible au tigre qui va disparaître. C'est beau un tigre, mais l'important c'est peut-être aussi le tout petit, tout petit, tout petit. Et alors là, je vais peut-être en heurter quelques-uns. La biodiversité, elle change. Il y en a une qui diminue, il y en a une autre qui augmente, et le bilan global, ben, les écologues, hein, c'est pas moi, là je ne suis pas spécialiste, c'était Gilles Boeuf qui était ici, etc. Ben, ils se disent, on se demande s'il n'y a pas plus de biodiversité aujourd'hui qu'hier. Mais, bien sûr, le cerf du père David ou le tigre, etc., sont en train de disparaître. Ce qui augmente, ce sont les virus et les bactéries. Donc ce n'est pas la même biodiversité, un. Et deux, il faut savoir que les changements, il y en a eu, il y en aura, c'est pas grave, il y en a toujours eu. Et on est là, donc ça veut dire qu'on y survit. On y survit. Il faudrait dire certains y survivent. Parce que quand il y a une crise, il y en a qui y restent. Et si une crise est trop rapide, la biodiversité a peut-être du mal à s'adapter. Et là-dedans, ben, il ne faut pas dire la biodiversité est en danger. Non, l'homme est en danger. Sa place dans la biodiversité est en danger. La biodiversité, même quand il y a eu des crises, à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, c'était plus de 90% des espèces qui sont disparues. Et la biodiversité, après, vous l'avez vu sur les courbes quand ça diminuait, après c'était toujours plus riche. Donc la biodiversité, où la Terre est en danger, non, la Terre n'est pas en danger. Mais la place de l'homme dans cette Terre-là, oui, il est en danger. Donc l'important, ce n'est pas de dire la biodiversité est en danger ou la Terre est en danger, non, l'homme est en danger. Alors maintenant, on peut dire je m'en fiche, et puis oui, bah oui, parce que toutes les espèces disparaissent, alors on peut disparaître aussi. Oui. Mais enfin bon, je sais pas, quand on sera autour d'une bière, je sais pas si on dira quand même, je trouve que c'est un peu raide. Hein. Tenez, merci. Allez-y, pardon, excusez-moi monsieur. Oui, bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter pour votre exposé. Moi, j'avais une question un peu technique à vous poser par rapport à la biodiversité, notamment par rapport au virus, si je puisse dans mes souvenirs... Par rapport au virus. Si je puisse dans mes souvenirs de cours de biologie il y a quelques années maintenant, d'après mes souvenirs, on n'incluait pas les... Moi, je n'ai pas appris que le virus était un être vivant, mais un parasite cellulaire obligatoire. Et pourtant, vous l'incluez dans la notion de biodiversité qui, pour moi, est relative à la diversité du monde vivant. Or, le virus est, d'après en tout cas ce que j'ai appris, n'est pas considéré à part entière comme un être vivant. Je voulais que vous apportiez une précision par rapport à ça. Oui, oui, vous avez raison. C'est pas à part entière, ça veut dire un petit peu quand même. C'est tout le problème du virus. Souvent, on ne le met pas dans la biodiversité telle qu'on l'entend. Là, on ne la met pas. Et tout à l'heure, sur mes 1N, 2N, 3N, là, c'était pour montrer qu'il y avait une diversité, même si ce n'est pas de la biodiversité. Parce que le problème du virus, c'est un organisme, le virus de la mosaïque du tabac, par exemple. Très rigolo, celui-là. Vous voyez, la mosaïque du tabac, en fait, c'est un pied de tabac. Quand il a ce virus, ses feuilles prennent un aspect mosaïque, d'où le virus de la mosaïque du tabac. Bon, là, il est sur son pied de tabac, il vit bien. Et puis le pied de tabac meurt, et le virus, il ne survit pas, bien sûr. Et il devient cristal. Il cristallise. Il devient cristal. Il relève du monde minéral. Vous pouvez passer le bombarder aux rayons X, pas grave, comme tous les cristaux, pas grave. C'est un cristal. Donc à un moment, je ne sais pas s'il faut dire de sa vie, non, de son existence, ou à un moment, je sais pas, de son état, on dit, ben, c'est un cristal, c'est du monde minéral. Puis d'autres moments, on dit, ben, il se reproduit, etc. Donc c'est du vivant ou c'est du minéral? Et en fait, c'est ça que je trouve magique dans la nature, c'est qu'il est facile, on est obligé de faire des catégories pour essayer de réfléchir, mais néanmoins, quand on s'approche un peu de plus près, ben, les catégories ne marchent plus. Parce que ben, y a tous les intermédiaires. Hein. Voilà l'exemple du virus. À un moment, on peut dire que c'est du vivant, puis à un autre moment, je suis géologue, j'aurais tendance à dire, ah non, c'est des cristaux, ça. Oh. Et il y a plein de choses, de même que la différence entre un cristal et un liquide. Discuter avec les minéralogistes, je ne suis pas compétent, c'est une petite discussion que j'ai eue simplement avec un collègue.
Ben, les liquides ne sont pas forcément des liquides tels qu'on les a longtemps pensés, ce serait plutôt des espèces de cristaux mous. Mais je ne vais pas là-dessus, je ne suis pas du tout compétent. Merci. Mais néanmoins, je trouve ça magique, enfin, merveilleux. Le mot qui correspond bien, c'est merveilleux. Ah bah c'est sûr, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Bonjour. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas le temps de traiter les crises de la biodiversité et vous avez passé plein de temps dans votre exposé à nous expliquer, à nous parler de votre avis sur les causes du réchauffement climatique et surtout à l'inverse des conclusions du GIEC ou des principales conclusions du GIEC sur les causes anthropiques. Donc moi j'aurais aimé entendre parler des crises de la biodiversité et de leurs causes. Mais je me suis peut-être trompé de conférence, excusez-moi. Non, je n'ai pas du tout nié. L'opposé du noir, c'est le blanc, mais entre le noir et le blanc, il y a toutes des nuances de grise. Je n'ai pas du tout nié ce qui était dit dans le GIEC, j'ai même pris leur rapport, je crois. Ils disent bien qu'ils ne prennent compte que le CO2 parce que l'eau, mais regardez les rapports du GIEC, ils le disent. L'eau, je crois que c'est 73%, c'est à 1 ou 2 unités près, mais c'est les gaz à effet de serre, c'est l'eau. Et on n'en prend pas compte parce que, etc., etc. Tout ce que j'ai dit, c'est un parfait accord avec le GIEC. Donc, ça c'est la réponse sur le GIEC. On oppose souvent les géologues avec les réchauffements climatiques. Ça, depuis Allègre, ça, on a une espèce de pancarte dans le dos, c'est la vie. Alors pourquoi je n'ai pas parlé simplement de biodiversité? Ben, j'y arrivais là quand même avec le volcanisme, j'y arrivais avec les continents. C'est parce qu'il me semble que regarder les causes de biodiversité, il faut d'abord regarder les facteurs qui influencent pour en faire le bilan. Parce que si on regarde que les causes de loin, sans avoir les éléments, quels sont les grands facteurs, on peut s'intéresser parfois à un détail ou pas aux choses importantes. Et deuxième chose, pour regarder ces causes-là, il faut bien avoir conscience, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, sur les courbes. Attention, une courbe, c'est pas parce qu'on a une courbe, c'est pas parce qu'on a un chiffre qu'on fait de la science, il faut regarder ce qu'elle représente. Et c'est ça qui, à mes yeux, est fondamental. C'est aussi vrai. Attendez. C'est aussi vrai pour les courbes que vous avez superposées entre les taches solaires et la température. Mais vous avez bien compris que c'était une provocation, ça. Parce qu'au début, parce que ça, j'ai oublié de le dire, encore une fois, vous m'avez cru. Au début, j'ai dit, c'est pas parce que deux courbes évoluent de la même façon qu'il y a une relation de causalité. Et là, je vous en ai fichu 4 ou 5. Personne n'a rien dit. Je crois à un moment, le monsieur, il m'a dit, oh, hein, c'était à la première. Mais ça y est, il va le dire. Mais vous voyez, c'est parce que si on parle, au début, je vous dis, les relations de cause à effet, deux courbes qui coévoluent, ça ne veut pas dire que c'est des relations de causalité. Je vous en mets 4. J'ai vu qu'une personne qui faisait un peu la grimace. Mais ça veut dire qu'on a tendance, c'est confortable de suivre. Comment? Je dis, j'ai remarqué quand même. Oui, mais voilà. Ils n'ont pas osé vous interrompre. Non, mais c'est ça qui est intéressant en science. Il est confortable de suivre. Vous savez, quand on dit, on sait que, là je dis, on n'est plus en science, on est en dogme. Au XVIIIe siècle, XIXe, même début XXe, on savait que la Terre avait 6000 ans. Ah, mais ça c'est vieux, la Terre a 6000 ans, on ne dit plus ça aujourd'hui. À Noël, il y a un chant qui est très célèbre, qui date du XXe siècle. Il est né le divin enfant. Dedans, il est « Depuis plus de 4000 ans ». On se met dans une Terre qui a 6000 ans. Et c'est une chanson qui a été créée au XXe siècle. Mais on savait que la Terre avait 6000 ans. Voilà, on sait. Mais quand on sait, on n'est plus en science. Merci. Vous avez une question? Votre magnifique poster sur les radiolaires que vous avez montré à un moment donné, est-ce qu'il y a un endroit où le grand public peut les voir dans un microscope? Est-ce que le grand public peut y avoir accès à ces merveilles? Avec un microscope... avec un microscope, je ne sais pas, il faut lors d'exposition ou alors il faut prendre rendez-vous. Moi, je vais bien vous en montrer, mais... alors, par contre, certains de ces microfossiles, vous pouvez en voir plusieurs à la gare d'Austerlitz actuellement. Voilà, c'est ça peut-être. Du côté des voies, entre les voies 1 et 7. Vous allez passer là une exposition paléontologie où il y a plein j'ai donné plein de microfossiles là. Qui sont présentés, les radiolaires qu'on a vus comme ça, là, il y en a qui sont présentés qui font près de 2 mètres de haut.
Et puis parce que j'ai sorti un bouquin sur les microfossiles, parce que j'ai travaillé là-dessus, et justement, j'ai jamais pu partager. Moi, j'ai besoin, quand je vois quelque chose de beau, une bonne bouteille de pinard, ça se boit pas seul, ça se partage. Et bien, de la même façon, quand je voyais ces jolies choses, j'étais malheureux, mais au sens vrai du terme, malheureux, de ne pas pouvoir dire « t'as vu comme c'est beau ». Donc je m'étais dit, quand je serai grand, je ferai un livre sur les microfossiles, et c'est ce que j'ai fait, enfin, qui est sorti il y a 2 ans. Parce que je ne suis pas grand, mais je suis vieux. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire, que vous aviez sorti un livre magnifique et passionnant, comme tout ce qu'on vient d'entendre, et qui nous a donné matière à réflexion. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous nous incitez à réfléchir. Et donc le livre s'appelle Merveilleux fossile, et il est publié chez Quae, je crois. Non, je me suis trompée. Muséum Biotope. Oui, pardon. Voilà, mais c'est un très beau livre que je vous recommande. C'est pour le plaisir des yeux, hein. Rien que le plaisir des yeux. Non, c'est intéressant. Ouais, mais moi, je l'ai écrit, je ne vais pas dire que c'est intéressant. Je peux dire que les photos sont belles. Les yeux, c'est aussi intéressant, le texte. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question pour le professeur? Oui. Mais n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Ah bon? Je prétends être scientifique, donc j'ai pas la vérité. Pardon, est-ce que vous pouvez passer? Parce que la science, c'est le débat. Hein, c'est vraiment... Oui, bonsoir. Quand vous parliez de l'explosion cambrienne, on sait qu'il y a eu cette explosion parce qu'il y a de nombreux organismes qui ont laissé leur corps avec des parties dures. Mais il y a quand même un site, vous savez, la fameuse faune d'Ediacara, je crois que c'est en Australie, qui a 600 millions d'années, où il y a des traces d'organismes à corps mou. Alors peut-être que la préservation est exceptionnelle, mais est-ce qu'on a le droit de supposer qu'il y a plus que ça, 700, 800, 900 millions d'années ou plus, des faunes équivalentes à Ediacara étaient là sans qu'elles aient laissé de traces? Oui. L'exemple d'Ediacara est exactement, vous l'avez dit, ce sont des circonstances exceptionnelles de conservation. Si on a des circonstances normales, on n'a rien. Hein, il n'est pas interdit de retrouver une limace la trace d'une limace 10 ans après, mais enfin, c'est pas fréquent. Et donc Ediacara, et donc ça a été trouvé. Et vous savez, moi ça me fait un peu mal aux tripes. On avait le même en Indochine. Et les caisses n'ont pas été rapatriées, elles devaient être rapatriées, elles sont restées sur le quai, enfin bref. Et donc là, ce sont des circonstances exceptionnelles. Alors il y avait Ediacara, et puis il y a aussi au Canada, hein, où on a retrouvé, les fossiles mouraient et ils étaient tout de suite dans une eau qui ne permettait pas la putréfaction. Et donc ça se mettait d'autres particules dessus, et on a conservé les traces, mais c'est que des petites empreintes. Mais c'est vrai qu'on a quand même des traces qui remontent jusqu'à 2 milliards, 2 milliards 5. On retrouve dans des restes organiques dans certaines roches. Mais, c'était des organismes mous, donc c'est du mal à être conservé. 2, les roches, comme elles sont très anciennes, elles ont eu, malheureusement, elles ont eu toute chance, je veux dire, d'avoir été ce qu'on appelle métamorphisées, donc d'avoir eu des coups de chaud ou d'avoir eu des structures qui ont modifié, donc toute chance que ça disparaisse. Vous voyez, 2 raisons, c'est le double effet qui se coule pour qu'on n'ait pas les fossiles. Mais il y en a, on en trouve. Je crois que les plus vieux, dans les microfossiles dont on parlait, j'ai illustré des microfossiles qui ont 2,1 milliards d'années. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Bien, merci beaucoup, professeur de Wever.